Là, ouvertement pour le boycott. Il faut voir ce qui s'est passé avec Karel De Gucht il y a quelques temps, quand il a parlé du lobby pro-israélien. Je pense que c'est un exemple assez clair. Donc peut-être que d'autres intervenants voudront revenir sur cette question, mais d'abord, Ziad voudrait aussi intervenir. J'aimerais souligner quelque chose ici. On n'est pas obligé de ramener la Shoah, de faire le lien entre la Shoah et Auschwitz et le conflit israélo-palestinien. Ce sont deux choses différentes. Quand vous faites ça, quand vous faites cette comparaison, vous tombez dans le piège du sionisme. Le sionisme s'est bâti sur le mythe, c'est le local. On a été persécuté à Auschwitz, Hitler nous a massacrés, alors on a le droit à un État, un foyer national juif en Palestine. Alors que le livre de Herzl, il date bien avant, c'est à la fin du 19e siècle. Donc moi, en tant que Palestinien, je compatis tout à fait. Je pense que tout être humain digne de ce nom refuserait les horreurs commises par les nazis à l'égard des Juifs et à l'égard des Tziganes, à l'égard d'autres peuples européens. Les Belges, ici on est dans une salle d'un martyr tué par l'armée allemande. Donc, il faut que ça soit clair, ça. Non Palestine. Moi je suis poète, je suis également professeur à l'université, chercheur, je suis actif dans le milieu social. Personne en Palestine, en tout cas les intellectuels palestiniens, ne fait le lien entre la Shoah et le conflit. Je pense que c'est contre-productif. La Shoah c'est une chose, instrumentalisation ou pas. Finkelstein lui-même a perdu ses parents et toute sa famille dans les camps d'Auschwitz et d'autres camps en Pologne. Mais il ne faut pas ramener la Shoah. C'est pour ça qu'on tombe toujours dans le piège de l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça a à voir, le Shoah? Pour nous, le sionisme, ce n'est pas un mouvement de libération nationale. C'est un mouvement colonial qui s'est bâti sur un projet colonial. Jabotinsky disait le peuple, donc c'est une armée qui est un État. Jabotinsky, c'est les mots de Jabotinsky, un intellectuel juif sioniste, qui disait il faut le système de muraille de fer, l'armée invincible. Il faut créer une armée invincible. Si on lit les mémoires de Gorion, Golda Meir, d'autres fondateurs de l'État, on voit bien que leur souci était d'accumuler les armes, les stocks d'armes, l'entraîner des soldats, etc. pour créer un État par la force, par cette muraille d'acier dont Jabotinsky parle. Mais, franchement, il faut que ça soit clair. Ça n'a rien à voir avec la Shoah. Ce qui s'est passé avec la Shoah, c'est un épisode très tragique de l'histoire de l'humanité, à condamner, bien sûr, à commémorer, pourquoi pas. Je veux dire, c'est une ampleur, je pense que ça fait partie de l'identité de tous les Juifs, mais ce qui dérange, comme dit Finkelstein, qui lui-même a perdu sa famille dans la Shoah, c'est l'instrumentalisation, l'industrialisation, ce qu'il appelle l'industrie de l'Holocauste. Mais ça, c'est pas un débat, je ne pense pas que c'est constructif d'apporter des débats sur la Shoah dans le conflit israélo-palestinien. C'est comme ça. Faire l'amalgame comme ça, je suis très très touché par ça, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas faire le lien. Je veux dire, on peut avoir l'esprit critique, dire le pourquoi et le comment, mais je le dis, pour moi en tant que Palestinien, et de défendre la cause palestinienne, je ne pense pas que c'est très constructif d'utiliser l'argument de la Shoah dans le conflit israélo-palestinien. Ensuite, on tombe dans l'antisémitisme, dans l'islamophobie, etc. Donc, c'est pour ça, je voudrais souligner une dernière chose, excusez-moi si j'ai pris trop de temps, je voudrais souligner aussi que critiquer Israël n'a rien à voir avec la Shoah. C'est pour ça que j'ai demandé à un prof dans une université ici en Belgique si on pouvait avoir un comité de boycott académique comme à l'ULB, comme il y aura à l'UCL. Il m'a dit c'est impossible. La communauté juive ici se retrait, etc. C'est une ville où il y a une communauté juive très importante. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Critiquer Israël n'est pas antisémite, mais en même temps, il ne faut pas confondre antisémitisme. Je vais attaquer Auschwitz, par exemple, ou
mettre en cause l'Holocauste. Je pense que c'est un débat, comme l'a fait Roger Garaudy, n'est pas constructif. Mais il faut faire la part des choses. Enfin, je veux dire, c'est légitime de s'interroger sur la manière dont on utilise la Shoah, mais il faut la séparer totalement du conflit israélo-palestinien. Merci. On en revient toujours finalement à l'étiquette de l'antisémitisme, alors que je pensais clairement l'avoir dit que je ne remettais pas du tout en cause la Shoah. Et ce que M. Henry a ajouté finalement, c'était la question de l'industrialisation, le fait que la Shoah profite financièrement à Israël. Vous n'avez pas répondu. Mais ça, on est assez d'accord, hein, je veux dire. Enfin, qu'est-ce que vous attendez exactement comme réponse par rapport à cette question? Si on est d'accord avec ça? Oui, la question exacte, c'est est-ce qu'il y a des intervenants ici qui pensent qu'il faudrait boycotter la visite des camps d'Auschwitz? C'est ça la réponse précise. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à ça. Ronnie? Bon, ok, short time. Very short answers to both questions. Très brièvement, réponse aux deux questions. About Solana's letter, I read the letter before coming. The content is not so important. What is important is that there is a clear voice saying you should apply pressure on Israel. Le contenu de la lettre n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y a donc une affirmation qu'il faut, par une personnalité en vue, qu'il faut appliquer des sanctions à Israël. About the Holocaust, yes, the Holocaust is being used and abused by Israel. Oui, l'Holocauste est utilisé et abusé par Israël. And I think that the only lesson that we can learn from the Holocaust is never again to anyone, not never again to the Jews. La leçon qu'on doit tirer de l'Holocauste, c'est plus jamais ça, mais plus jamais à personne, et pas plus jamais aux Juifs. And what is happening, for example, in German politics, ce qui est en train de se passer au niveau de la politique allemande, where the so-called left wing in Germany cannot be critical at all of Israel, que les gauches, la gauche allemande ne peut pas être critique d'Israël, it is absolutely despicable. C'est méprisable. And they are just being racist against Palestinians now. Parce qu'ils sont en fait racistes à l'encontre des Palestiniens. So we should treat everyone equally. Israel should be treated just like any other country in the world. That is all we are asking for. Israel should be treated like any other country. Israël doit être traité comme tout autre pays au monde, ni plus ni moins. Bon. On devrait encore répondre à la question de madame qui était très intéressante. En dernier lieu, est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose sur l'intervention de Jean? Parce que je pense que c'est un sujet super sensible. Non, moi je voudrais dire quelque chose. Joachim, depuis tout à l'heure, Joachim est en parole. En fait, moi c'est une question que je veux vous poser parce que je trouve que c'est une question super intéressante et j'ai pas de réponse. Mais c'est pourquoi est-ce que systématiquement, les pays comme les États-Unis et l'Europe. Donc la première chose, pardon, c'est que oui, il y a un lobby sioniste pro-israélien qui dit défendre l'intérêt des Juifs, mais qui ne défend qu'une petite partie des Juifs, mais qui se présente comme le défenseur d'Israël et des Juifs. Donc ça, je pense que c'est vraiment une défense, comme il y a le lobby de la santé, les industries pharmaceutiques disent défendre les intérêts des malades, alors qu'ils ne défendent pas spécialement les intérêts des malades. Donc il y a un lobby, il y a des pressions, etc. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que systématiquement, dans nos États, on écoute, enfin systématiquement, très souvent dans nos États, on écoute, en tout cas aux États-Unis, on écoute ce lobby-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement d'influence? Est-ce que c'est seulement par la qualité de leur lobby ou est-ce qu'il y a des autres intérêts en jeu? Est-ce qu'il y a des autres intérêts financiers en jeu et que c'est pas qu'ils ont passé un accord, Israël et par exemple les États-Unis ou l'Europe, pour eux-mêmes se partager une plus grande part du gâteau? Parce que je ne crois pas que c'est la politique de lobby qui définit la politique des pays. Je ne crois pas qu'il y a une politique des pays qui est pure
en dehors du lobby. Je pense qu'il y a des intérêts à la base qui sont définis, je ne veux pas rentrer dans un cours là-dessus, et qu'il y a un accord avec les lobbies. Et peut-être qu'un jour la Turquie va arriver à convaincre les États-Unis que, bon, écoutez, c'est possible, si vous faites un accord avec nous, qu'on défende mieux vos intérêts dans la région. Est-ce que la région sera beaucoup mieux avancée? Parce que maintenant tout le monde porte le drapeau d'Erdogan, comme si c'était le plus grand sauveur. C'est vrai qu'objectivement, maintenant la Turquie s'oppose à Israël, mais voilà, moi je pose la question s'il n'y a pas des intérêts derrière, et sans vouloir nier le rôle du boycott, voilà. C'est une vraie question, je n'ai pas de réponse. Réponse aussi, hein. Je veux dire, il faut aussi pouvoir écouter la réponse, il faut qu'elle soit dissible. Pour qu'elle soit dissible, il faut qu'il y ait la liberté d'expression pour que les gens le disent. Voilà. Et quand les gens le disent, il ne doit pas être traité d'antisémite, y compris dans les journaux, ou suspecté d'antisémitisme, y compris dans les journaux juifs progressistes. Parce que quand on me parle du fait qu'on ne comprend pas comment ça se passe, mais ça se passe très, très facilement. On me parle de l'Holocauste, mais quand on a organisé, Vinciane était là, une journée qui n'était pas exactement antisémite sur le boycott dans mon université, l'ambassade a envoyé une lettre à mon recteur en faisant le lien entre les Européens du siècle, et une innocente journée sur le boycott dans mon université. C'est pas nous qui comparons Israël et les nazis, c'est eux qui nous comparent aux nazis. Moi je reçois des lettres me comparant aux nazis, me traitant de nazis, écrites par des juifs. Et ça c'est l'intimidation évidemment, parce que si moi, qui suis rien du tout, je peux être intimidé ou je peux être liquidé, n'importe quel homme politique qui lui a des ambitions bien plus élevées que moi, qui est beaucoup plus opportuniste que moi, sera liquidé aussi parce qu'il comprend pas. Mais on est tous conscients de ce problème qui est vraiment... Israël n'a jamais rapporté une goutte de pétrole à l'Occident. Ils n'en ont jamais fait qu'à Ça c'est encore un autre débat plus large. Mais moi ce que je pense, c'est que, parce qu'on essaye de penser en termes de solutions concrètes. J'ai parlé de l'EPAC-B, donc c'est la plateforme européenne pour le boycott académique et culturel d'Israël. Je pense que là-dedans, bon, je suis peut-être un peu utopique et naïve, mais j'ai l'impression que là-dedans, il y a une réelle force d'action et de pouvoir justement réagir immédiatement quand ce genre de pression et d'intimidation a lieu. Parce que si à l'échelle européenne, on arrive vraiment à coordonner des comités qui sont actifs et qui osent se positionner et réagir de manière immédiate, ça permettrait à chaque fois de fournir un soutien aux personnes qui subissent une pression, que ce soit des politiciens, que ce soit des journalistes ou des académiciens. Et si ce soutien vient de la part du monde académique et culturel, qui a quand même une certaine représentation au niveau intellectuel, donc de la sphère intellectuelle de la société, je pense que c'est quand même le point de départ d'une solution à ce problème. Évidemment, elle est encore loin d'être suffisamment forte, mais il y a quand même de plus en plus de professeurs qui acceptent maintenant de se positionner ouvertement pour le boycott. Ziad, il est là pour le confirmer. Et en Flandre, il y en a beaucoup plus qu'en francophonie. Je dois dire qu'en francophonie, c'est encore très très conservateur et très mitigé. Mais moi je pense que là il y a une piste de solution qui est en train de se dégager, mais ça prend du temps. Mais il faut vraiment essayer de travailler dans ce sens-là pour que les gens osent affirmer le boycott, et surtout parmi les personnalités du monde académique culturel. Et ensuite, espérons que ça vienne aussi de la part des journalistes et des politiciens, mais bon, une étape à la fois. Donc, le boycott, le BDS,